Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de se retrouver aussi nombreux et nombreuses pour ces journées d'été. Alors je suis Anna Bikouloulou, je suis adjointe au maire de Paris en charge de la lutte contre les discriminations et des droits humains. Et j'aurai le plaisir d'animer cette plénière pendant l'heure qui suit. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une plénière qui est un peu particulière puisqu'elle devait avoir lieu hier et que donc, du fait des événements climatiques, nous avons dû la reporter. Donc, malheureusement, un certain nombre des intervenants qui avaient été annoncés ne pourront pas être là. Mais pas d'inquiétude, nous avons quand même un beau programme à vous proposer. Nous avons de nombreux élus, de nombreux militants, militantes, des personnes passionnantes qui sont présentes et qui vont nous parler des combats qu'ils mènent au quotidien. Donc on va parler d'écologie, on va parler d'union et surtout on va parler de comment gagner parce que la présidentielle approche et on sait quels sont les risques qui sont face à nous. Et donc, face aux crises sociales, à la crise écologique, il y a une urgence. Et donc, nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus attendre et nous ne pouvons plus non plus nous contenter de demi-mesures. Il faut changer profondément les choses et il faut le faire maintenant. Et pour cela, il nous faut gagner. Et pour gagner, il nous faut un projet positif, un projet désirable. Et il y a une forte attente vis-à-vis de la gauche et des écologistes à ce titre, et notamment chez les plus jeunes. Après des années de macronisme, des années de brutalité et de recul écologiques, sociaux, beaucoup attendent mieux de nous. Et donc, à nous de montrer maintenant qu'une autre voie est possible, qu'une voie plus désirable est possible, et surtout une voie joyeuse, et que cette voie, nous sommes capables de la construire et de nous rassembler pour la faire gagner. Mais nous le savons aussi, nous ne gagnerons pas seuls. Il nous faut le concours, évidemment, de la société civile, des partis de gauche et pour cela, il faut un projet fort, il nous faut un projet désirable, il nous faut l'écologie, il nous faut l'union. Et donc pour cela, mais je ne la vois pas encore. Ah, elle est là. Et donc pour cela, je vous demande d'accueillir Marine Tondelier. On va pouvoir commencer, vous êtes bien installés ? Ouais. Parfait. Et ça tombe bien, parce que le futur est déjà là. Et pour moi, en ce moment,
dire cette phrase devrait être une promesse heureuse. Parce que dans quelques semaines, jours, heures, je ne sais pas, je vais essayer d'attendre la fin de ce meeting, je vais avoir un enfant. Eh oui. Comme dirait l'autre, demain si tout va bien, n'est-ce pas? Et forcément, quand on attend un enfant, le futur devrait être synonyme d'une promesse heureuse parce que ce n'est plus une abstraction, le futur. C'est un visage, celui de quelqu'un qu'on aime déjà, de quelqu'un qu'on veut protéger, de quelqu'un à qui on voudrait pouvoir promettre que tout se passera bien. Alors, on imagine les premiers jours, les premiers sourires, les premiers pas. Les nuits trop courtes aussi, les journées trop longues, ça ne me changera pas beaucoup. Mais lorsqu'un enfant arrive, agrandit une famille, bouleverse une vie, on imagine forcément un peu plus loin. On se demande à quoi ressemblera sa vie à 10, à 20, à 30 ans. Et on finit par se poser cette question toute simple et pourtant vertigineuse, surtout quand on est écologiste. Sur quelle planète va-t-il grandir? Et ce monde, on commence déjà à le voir. Parce qu'il ressemble malheureusement à l'été que nous sommes en train de vivre. Il ressemble à tous ces printemps silencieux qui avaient été annoncés. Il ressemble à tout ce que les scientifiques ont décrit, documenté, expliqué, à tout ce que les écologistes ont dit, crié, souvent seuls, moqué, dénigré. Ce qui, l'actualité le montre, n'a jamais empêché personne d'avoir raison. Les écologistes ont toujours regardé l'avenir, mais pas juste pour en avoir peur, pas pour s'inquiéter. Nous regardons l'avenir pour le changer. Et c'est la raison d'être au fond de l'écologie politique. Regarder le monde tel qu'il est, comprendre ce qui vient, et tout faire, oui, tout faire pour éviter la catastrophe annoncée, qu'elle concerne l'effondrement écologique ou la gauche en 2027. Comme ça, c'est dit. Voilà ce qu'est la responsabilité, c'est pas si compliqué. Et c'est le cœur de notre projet écologique, celui de la prospérité écologique. Un projet de 577 propositions, dévoilé en juillet, qui doit d'abord permettre de sortir de ce que j'appelle le surendettement climatique. Parce que depuis des décennies, nous vivons à crédit. On vit à crédit sur la planète, puisqu'on puise plus de ressources qu'elle ne peut nous offrir. On émet plus de carbone que nos écosystèmes ne peuvent en absorber. On prélève beaucoup plus dans nos sols, notre eau, nos forêts, comme si nous disposions d'un découvert sans limite. Mais ce surendettement écologique, il finit aussi par devenir un surendettement très concret pour les ménages. Parce qu'il touche le portefeuille de beaucoup de Françaises et de Français. Parce que notre dépendance aux énergies fossiles n'endette pas seulement la planète, elle endette chaque Française, chaque Français, et je pense que les élus aussi ici peuvent le dire, les collectivités. On a en fait organisé notre économie à crédit sur les limites de la planète, quand dans le même temps on enfermait des millions de Françaises et de Français dans le remboursement perpétuel de leur dépendance au prix du gaz, au prix de l'électricité, au manque d'eau et au prix du pétrole. Notre situation étant aujourd'hui une situation de surendettement climatique. Et celles et ceux qui nous dirigent nous proposent de continuer à crédit. À ce niveau-là, c'est plus un gouvernement, c'est Cofidis. Sauf pour ceux qui n'ont jamais fait de crédit Cofidis. Que Cofidis, au moins, est obligé d'afficher le taux. Eux,
ils ont tout fait pour cacher le montant des intérêts. Pendant 50 ans. Ironique, non, pour des Mozart de la finance. Mais il y a une autre particularité de cette dette climatique. C'est que cette dette, elle frappe d'abord celles et ceux qui ont le moins contribué à la faire monter. Les responsables sont plus protégés et les moins responsables plus exposés. Et c'est pour ça qu'il est temps d'en finir avec les privilèges climatiques. Et je vous préviens qu'on en reparlera dans cette campagne, parce que c'est un message fort que notre écologie populaire doit imposer dans cette campagne électorale. Une politique publique juste ne doit jamais, jamais, jamais demander les mêmes efforts à des gens qui n'ont ni les mêmes moyens, ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes alternatives. Et aujourd'hui, en France, il est indéfendable que les 1% les plus riches payent proportionnellement à leurs revenus moins d'impôts que vous, que moi et que l'ensemble de la population nationale. Alors que les 50... Vous applaudissez les ultra-riches, mais faites comme vous voulez. Chacun son camp. Alors que les 50 milliardaires les plus riches du monde, tenez-vous bien, émettent autant de carbone en 90 secondes qu'un humain moyen dans toute sa vie. Alors oui, il faut l'équivalent d'une nuit du 4 août 1789 pour en finir. Personne n'est mort cette nuit-là. J'ai entendu un oula au premier rang. Je vais vous expliquer. Il faut une nuit du 4 août 1789 pour en finir avec cette situation injuste, intenable, intolérable, parce que l'écologie, c'est l'égalité. Petit rappel historique pour le monsieur qui a dit « oula » tout à l'heure. La nuit du 4 août 1789, ce sont des nobles qui sont montés eux-mêmes à la tribune pour abandonner leurs privilèges. Et oui, le vicomte de Noailles prend la parole et il explique en substance, si vous voulez arrêter cette insurrection, il faut s'attaquer à ce qui la provoque. Et il propose notamment l'égalité devant l'impôt, l'égalité devant les charges publiques et la suppression ou le rachat des droits féodaux. Et puis après, lui succède le duc d'Aiguillon. Le duc d'Aiguillon, c'est l'un des plus grands propriétaires du royaume. Et puis s'enchaînent les interventions de la noblesse, des membres du clergé, qui, un par un, renoncent à leurs privilèges. Cet été, nos forêts brûlent, comme les châteaux cette année-là. Et le pays suffoque de ce pacte social qui n'en finit plus de se déliter. Alors, je pose la question très sérieusement. Où sont les nouveaux aristocrates du capitalisme prêts à abandonner leurs privilèges ? Ça finira par arriver, on le sait toutes et tous, par la force des choses. Et tant que ces privilèges resteront intouchables, alors l'État n'aura pas les moyens. L'État n'aura pas les moyens de faire évoluer notre modèle de protection sociale pour l'adapter au XXIe siècle, pour en faire un vrai État-providence climatique. Et c'est ce que les écologistes appellent de leur vœu. Et ça aussi, on va en parler toute la campagne. Un État-providence climatique. C'est quoi un État-providence climatique ? C'est faire de la santé environnementale une priorité, c'est renforcer la prévention et ouvrir des nouveaux droits, comme le droit à une alimentation, à une eau saine, comme le droit à un environnement non toxique, comme le droit à un congé climatique. On en aurait besoin cet été, non ?
Et puis, il faudra aussi réformer le régime des catastrophes naturelles. Il faudra indemniser les pertes des récoltes. Il faudra prendre en charge les conséquences des retraits gonflement argile. Ou encore, je sais que vous tenez beaucoup à cette proposition, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. Et au cœur de cette protection, comment ne pas protéger celles et ceux qui nous protègent toute l'année? J'ai nommé les pompiers. J'en vois un au 3e rang. Je vous demande qu'on applaudisse très très fort. Bravo. Il y en a peut-être d'autres. Merci les pompiers. Bravo les pompiers. On sera toujours là pour défendre vos droits. Les écologistes ont présenté cet été un plan complet de lutte contre les incendies et d'aide de celles et ceux qui les combattent. Et nous sommes les seuls à l'avoir fait. C'est absolument anormal. On demande une chose simple, que les suites législatives soient enfin données au Beauvau de la protection au Beauvau de la sécurité civile, qui a été organisé maintenant, qui s'est même terminé il y a plus d'1 an, et qui n'a toujours pas eu de suite à donner. Et on demande que ça arrive dès la rentrée. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ce texte, il a déjà été déposé à l'Assemblée nationale par les écologistes, par une députée qui s'appelle Sandra Rigol. Et nous serons d'ailleurs la seule famille politique à recevoir toute l'intersyndicale de la profession. C'est demain et je sais qu'on pourra compter sur vous pour leur faire le meilleur accueil. Non mais sans déconner, comment ce gouvernement a pu annuler des commandes de Canadair, renoncer à la construction d'une base aérienne dans les Landes, pourtant promise par l'État en 2022, qui aurait évidemment permis d'accélérer l'arrivée des moyens d'intervention sur place en Gironde cet été. Comment a-t-il pu diviser le fonds vert par 4 en 2 ans et autant fragiliser le dispositif MaPrimeRénov', comme vous le savez, destiné à améliorer l'isolation de nos logements? Ils portent le macronisme, mais ils incarnent l'anachronisme. Et pour justifier ces renoncements, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours le même argument. L'écologie coûterait trop cher. Un luxe. Nous, on leur répond très calmement, oui, l'écologie, elle a un coût. Mais l'écologie, ça n'a pas de prix. Comment on peut considérer et expliquer que c'est trop cher quand même l'économiste qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017, c'est pas de ma faute, lui, il dit que non seulement c'est atteignable, c'est possible, mais il dit aussi que c'est indispensable. Et surtout, combien ça nous coûte de ne pas le faire? Combien ça coûte une forêt qui brûle? Combien ça coûte une récolte perdue? Combien ça coûte une maison fissurée par la sécheresse? Combien ça coûte une ville inondée? Combien ça coûte une journée de travail devenue impossible sous la canicule? Combien ça coûte une santé perdue? Et surtout, combien ça coûte une vie? Trop cher pour les macronistes. Voilà l'absurdité fondamentale de leur raisonnement. Ils comptent toujours le coût de l'écologie, mais jamais la facture de l'inaction. Et les économistes l'ont chiffré. Ils ont dit que l'inaction climatique coûtait au moins 5 fois plus cher que l'action. Voilà pourquoi je le dis et je le redis, l'écologie, ça n'a pas de prix. La France sait pourtant ce que signifie prendre une menace au sérieux.
Quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, notre pays et l'Europe ont su réagir. Et on les a soutenus. On a débloqué des moyens exceptionnels. On a modifié nos priorités. On a accepté de bouleverser ce qui, la veille encore, semblait intangible. Parce que quand l'essentiel est menacé, on ne demande pas d'abord combien coûte sa défense, on commence par le défendre instinctivement. C'est comme ça qu'on fait. Alors, pourquoi nos dirigeants sont-ils incapables de faire preuve de cette même détermination face au dérèglement climatique? Pourquoi continuent-ils à traiter comme une politique sectorielle ce qui engage notre sécurité, notre souveraineté, notre alimentation, notre santé et jusqu'à l'habitabilité de nos territoires? Parce que la crise climatique, c'est une menace vitale, tout le monde l'a compris, au même titre que les guerres qui ravagent le monde, jusqu'à nos portes. C'est une question existentielle pour les générations futures, mais c'est aussi un sujet de sécurité nationale, dès à présent. Et moi, j'entends beaucoup parler dans cette campagne de souveraineté, de sécurité, d'indépendance, de protection. Mais quelle souveraineté pour un pays qui dépend des énergies fossiles des autres? Quelle sécurité quand des territoires deviennent inhabitables plusieurs mois par an? Quelle sécurité quand l'eau, l'air, les sols, l'alimentation nous rendent malades? Quelle indépendance quand notre agriculture ne peut plus produire? L'écologie, ce n'est pas une politique parmi d'autres. L'écologie, c'est elle qui rend toutes les autres politiques possibles. C'est la mère de toutes les batailles. Et pourquoi c'est la mère de toutes les batailles? Parce que si celle-là, nous la perdons, tout simplement, on ne sera plus en mesure de mener les autres. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que l'écologie, c'est la condition même de notre existence et donc une des premières conditions de notre liberté. Et je voulais m'arrêter un instant sur ce mot « liberté » parce que c'est le premier mot de notre devise nationale, mais c'est aussi un mot qu'on oppose très souvent aux écologistes. Nous serions ceux qui veulent interdire, contraindre, empêcher, ceux qui voudraient dire aux gens comment se déplacer, comment manger, comment partir en vacances, etc. Comment vivre, en fait. En somme, il y aurait d'un côté la liberté et de l'autre côté l'écologie. Ça, c'est ce qu'on nous sert tous les jours. Mais la vérité, c'est que c'est exactement l'inverse. L'écologie, c'est la liberté. Et c'est une valeur très forte que je devais défendre au nom des écologistes dans cette campagne. Parce que j'en ai marre d'entendre n'importe quoi. On a beaucoup trop laissé nos adversaires raconter l'inverse, nous enfermer dans cette opposition, et donc, une bonne fois pour toutes, on va rétablir les faits. Et les faits, c'est que la vraie question, c'est pas de savoir si l'écologie impose parfois des limites. Bien sûr que toute politique publique impose des limites. La protection de l'enfance aussi, le droit du travail, toutes les politiques publiques imposent des limites. C'est leur travail. Alors oui, l'écologie impose des limites aussi. Mais comme toute politique, et la vraie question, c'est de savoir ce qui nous rend réellement libres à la fin, si on veut parler de liberté. Et j'ai beaucoup réfléchi cet été à cette question parce que j'ai rencontré Lauriane Mouissé, que vous aurez la chance d'écouter en plénière ce soir. Je vous conseille d'y aller. On a participé ensemble, je ne la connaissais pas du tout, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous savez, c'est le plus grand rendez-vous de chefs d'entreprise d'Europe. Et du coup, on n'était pas beaucoup à parler d'écologie, donc on s'est rencontrés et on est devenus copines. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle travaille depuis des années au croisement entre l'écologie, l'économie et la philosophie. Et elle publiera à la rentrée un livre qui s'appelle « La liberté des limites ». C'est un livre donc, que j'ai eu la chance de lire en avant-première cet été. Et je vais lui emprunter en la reformulant une image qui m'a beaucoup frappée. Lorsque je l'avais entendue à Aix, c'est l'image du navigateur.
style skipper Vendée Globe, vous voyez. Bon, le navigateur, évidemment, il dépend du vent, il dépend des courants, il dépend des marées, de la houle. Il peut supprimer aucune de ces contraintes. Il ne peut pas décider qu'un récif n'existe pas juste parce que ça contrarie sa route et du coup, il ne le regarde pas et il n'y a plus de récif. Et toutes ces dépendances-là ne le rendent pas moins libre. Au contraire, c'est parce qu'il connaît le vent qu'il peut l'utiliser. C'est parce qu'il connaît les courants qu'il peut choisir son cap. C'est parce qu'il connaît les obstacles qu'il peut tracer sa route. Sa liberté, elle réside donc pas dans le fait de ne pas avoir du tout de contraintes. Elle réside dans la connaissance de ces contraintes, dans la connaissance du monde réel, dans sa lucidité et dans les actions qu'il déploie pour en tenir compte. Eh bien, on doit regarder la planète de la même manière. Nous dépendons d'une certaine température, d'un cycle de l'eau, de sols fertiles, d'océans, des forêts, des pollinisateurs. Et certains, s'ils le souhaitent, peuvent faire semblant de ne pas le savoir. Ils peuvent dire liberté, liberté, notre liberté, c'est le droit de franchir toutes les limites. Ils ont le droit. Mais ça ne les rendra pas beaucoup plus libres. Ça ne les rendra pas indépendants de la nature. Ça les rendra simplement beaucoup plus vulnérables à sa déstabilisation. Nous ne sommes pas libres malgré la dépendance aux écosystèmes. On ne peut être libre que si nous les connaissons et que si nous en prenons soin. Et c'est ça la spécialité des écologistes. Donc si un jour, dans un repas de famille, au travail, dans le métro, ou dans le métro, normalement les gens ont compris puisqu'ils prennent le métro, mais si un jour on vous ressort cette histoire des écologistes qui sont contre la liberté, évidemment, vous, de tête, vous réciterez tout ce que je viens de dire, puis vous aurez toujours sur vous un livre de Lauriane Mouissé à remettre à ceux qui vous challengent. Et puis sinon, j'ai une version plus simple, vous allez leur expliquer le Titanic. Ça, normalement, ils connaissent. Le Titanic qui incarnait précisément le fantasme inverse, celui d'une puissance technologique telle qu'elle aurait presque fini par abolir la dépendance à la nature. C'est un paquebot tellement gigantesque, moderne, réputé extraordinairement sûr, lancé à pleine vitesse dans l'Atlantique, un bijou de technologie insubmersible. Lui aussi, il était libre. Seulement voilà, on peut se croire insubmersible, mais l'iceberg n'est pas tenu de partager votre opinion. Et l'histoire devient encore plus tragique quand on se souvient que le Titanic avait des dispositifs permettant d'accueillir davantage de canaux de sauvetage. Que les 20 qui furent finalement embarqués, en fait, il y avait 2 fois plus de monde à bord pour les évacuer en cas de naufrage. Et je trouve que c'est une assez bonne allégorie de certaines politiques actuelles. On ignore les avertissements, on se persuade que tout ira bien, et tant qu'à faire, on mégote aussi sur les moyens de secours, puisque tout ira bien, donc ce sont des économies faciles. En sachant que les personnes qui prennent ces décisions de limiter les moyens de secours sont précisément celles qui savent que dans tous les cas, elles auront une place sur le canot de sauvetage, évidemment, puisque les premiers arrivés et les privilégiés seront les mieux servis en la matière. Évidemment qu'ils y sont moins sensibles que d'autres. Et puisqu'on en est à parler d'images maritimes, il faut reconnaître que l'actualité de cet été m'en a offert une fantastique. Celle du président de la République. Au cœur d'un été de canicule et d'incendie, manifestement très très fier de faire du jet ski à Brégançon. La politiste américaine, Cara Daggett, elle a un nom excellent. Quelqu'un connaît Cara Daggett? Cara Daggett, elle a un nom excellent pour qualifier cet imaginaire dans lequel la puissance, la consommation d'énergie fossile et, il faut le dire, une certaine représentation de la virilité finissent par se confondre. Ça s'appelle la pétromasculinité. Vous offrirez le livre de Cara Daggett avec le livre de Lauriane Mouissé. Et la pétromasculinité,
Je dois dire que cette couverture de Paris Match en était une illustration assez saisissante. À mon avis, Emmanuel Macron avait aussi lu Cara Dayet. Nous avons tout, le jet ski, la vitesse, le moteur, les muscles saillants. Tout y était. Mais face au dérèglement climatique, c'est pas de muscles dont on a besoin, c'est de politique publique ambitieuse. On combat pas une canicule avec des biceps. Non, on ne remplit pas les nappes phréatiques en faisant des pompes. On n'arrête pas un incendie grâce à ses abdominaux. Ou alors, on se met à côté des pompiers et on tient la lance à incendie. Et ça, manifestement, ça n'est pas possible sur un jet ski en Méditerranée. La puissance dont on a besoin aujourd'hui, tout ça me ferait rire si c'est pas complètement tragique, mais c'est ça notre époque, c'est vraiment insupportable. Et oui, la puissance dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas la puissance qu'on exhibe, c'est pas la puissance qu'on proclame, c'est pas la puissance qu'on invente, c'est la puissance qu'on organise. C'est celle d'un État capable de prévoir, d'investir, de protéger. C'est la puissance des services publics auxquels on donne les moyens d'agir. C'est celle d'une société capable de prendre soin de ceux qui la fait vivre. Et c'est ça qu'on va défendre. Dans l'écologie, tout se tient. C'est ça qu'on va défendre. Des politiques publiques qui ne séparent plus le sensé et le sensible. Des politiques publiques qui sachent conserver le sens de l'essentiel. Et c'est peut-être cela qui distingue le mieux ces deux visions de la puissance. D'un côté, une puissance qui consiste à s'affranchir du monde, à accélérer, à dominer, à se mettre en scène et à repousser toujours plus loin les limites. Et puis de l'autre, la nôtre. Une puissance qui consiste à connaître le monde, à agir sur lui sans le détruire. Une puissance qui consiste à protéger les conditions qui nous permettent de vivre libres, celles que nous revendiquons chez les écologistes. On va faire ça en 2027 ? On va se battre. On va se battre pour la liberté parce que la prétendue liberté de quelques-uns de détruire tout sur son passage, dont les conditions de la liberté des autres, ça ne s'appelle pas la liberté, ça s'appelle un privilège. Et les privilèges, vous avez compris tout à l'heure, on l'a dit qu'on allait les abolir. Voilà. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer et abolir les privilèges, je précise, par avance, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre de Lauriane Mousset, que ce n'est pas restreindre la liberté, c'est redistribuer la liberté. Et au fond, notre projet écologique, ça donne une nouvelle force aux 3 mots inscrits sur le fronton de nos mairies. Préserver les conditions qui permettent à chacun de choisir sa vie, ça c'est la liberté. Faire en sorte qu'elle ne soit pas réservée à ceux qui peuvent se les acheter, ça c'est l'égalité. Et comprendre que nous dépendons les uns des autres et du vivant et décider d'en prendre soin ensemble, ça s'appelle la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. L'écologie, elle ne réduit pas la promesse de notre République. J'espère ne jamais l'entendre que l'écologie réduit la promesse de notre République. Elle en est la condition. Elle actualise la devise républicaine pour la rendre possible au XXIe siècle. Mais cette promesse républicaine, vous le savez, et je pense que vous attendiez que je parle de ça aussi, cette promesse républicaine n'est pas uniquement menacée par les catastrophes climatiques. Elle doit valoir pour tout le monde. Et quand les actes racistes progressent, quand les faits islamophobes ont augmenté de 88% en un an, quand l'antisémitisme devient à un niveau extrêmement préoccupant, eh bien, on n'a pas le droit de traiter la lutte contre les discriminations comme un supplément d'âme. Et combattre le racisme,
l'islamophobie, l'antisémitisme, le sexisme, les LGBT-phobies et le validisme, eh bien, c'est pas ajouter un combat l'un sur l'autre, essayer de prisonnier les choses. C'est défendre la République, en fait, et l'égalité réelle. Et notre République, on va devoir la défendre contre un autre péril, celui de l'extrême droite, parce que nous savons que l'extrême droite peut gagner. Nous savons ce qu'elle ferait du pouvoir. Nous savons ce que l'extrême droite ferait de l'écologie. Nous savons ce que l'extrême droite ferait de nos libertés, ceux qui nous donnent des leçons en la matière. Et nous savons aussi ce qu'elle ferait de celles et ceux qu'elle a désignés comme ses ennemis. Nous le savons. Alors, nous n'aurons aucune excuse. Personne n'aura aucune excuse. Personne ne pourra dire qui aurait pu prévoir, je ne l'avais pas venir, on n'arrête pas de le dire. Tout le monde le sait. Et donc, on n'a pas le droit de perdre de chacun de notre côté une élection qu'on pourrait gagner ensemble. Et surtout celle-là. Surtout celle-là. Et il nous reste 8 mois. 8 mois. Ce délai de 8 mois, ce n'est ni un confort, ni une excuse à l'inaction. Un sursaut collectif à gauche est nécessaire pour éviter choc sans retour. Chacun de nos partis détient une partie de la solution pour vaincre l'extrême droite. Et il n'est pas trop tard, j'en suis convaincue, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps avant que les positions se fichent, plus beaucoup de temps avant que les logiques d'appareil ne l'emportent sur l'intérêt général. Et nous, chez les écologistes, on sait ce qu'on a à faire. Jamais on ne sera du côté de ça, toujours du côté de l'intérêt général, toujours du côté de l'écologie, toujours du côté de l'union. Et c'est la raison pour laquelle, avec Cyrielle Châtelain, président de l'Assemblée nationale, non, du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, j'ai anticipé. Ça, c'est pour 2027. Guillaume Gontard, futur président du Sénat. Et David Cormand, futur président du Parlement européen. C'est pour ça qu'avec eux, nous avons écrit avec l'ensemble du bureau politique il y a quelques jours à tous nos partenaires politiques, et il y en a beaucoup. Il y en avait 11. Notre responsabilité, c'est de nous mettre chacun au service de quelque chose de plus grand que nos organisations. Et vous me connaissez depuis longtemps maintenant, mon histoire parle pour moi, je le ferai et je serai toujours de ce côté-là. Quelque chose de plus grand que nous toutes et tous, que toutes nos organisations réunies. C'est clair ? Mais ça veut dire que tout le monde doit le faire. Tous les partenaires. Nous leur envoyons ce message. Il faut qu'on soit capable de construire une dynamique fédératrice de force de gauche, de force écologiste, de force régionaliste, pour une dynamique qui permette de gagner. C'est pas compliqué. Gagner. Ça va à tout le monde comme objectif. Et nous, écologistes, c'est notre engagement. Nous sommes prêts à un travail partagé. Et les autres ? Posez-leur la question. Vous avez des partenaires partout localement, partout régionalement. Vous avez fait des campagnes avec eux, vous les connaissez, vous travaillez ensemble. Posez-leur la question. Nous sommes prêts à nous dépasser, à nous mettre au service de quelque chose de plus grand pour gagner, pour l'intérêt général. Et vous ? On leur a dit clairement, et cette proposition tiendra demain, après-demain et tous les jours qui suivront, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils nous disent oui et jusqu'à ce qu'on ait répondu à temps pour empêcher la victoire de l'extrême droite. On leur fera cette proposition de se rencontrer dans le but de discuter projet, stratégie
et de dégager avec celles et ceux qui le souhaitent un chemin de victoire dont nous sommes persuadés que oui, il est encore possible. Et c'est pas juste gagner pour gagner, c'est gagner pour porter ensemble, une fois qu'on sera au pouvoir, une vision cohérente, inscrite dans les luttes pour l'émancipation, le Front populaire, les luttes décoloniales, l'altermondialisme ou encore le combat féministe. Ça vous va ? Eh bien, on attend leur réponse. Aucune famille politique à gauche n'est capable de gagner seule. Il faut que chacun l'entende. Aucune. Et il nous reste que quelques mois pour conjurer la chronique d'une défaite annoncée. J'ai lu, la condescendance, le mépris avec lequel ce courrier a pu être commandé par certaines voix, peu nombreuses, écologistes, mais disons à forte capacité médiatique. Je leur dis, en toute amitié, soyons humbles. Ne pensons pas que tourner le dos à la possibilité de l'unité en cédant à l'injonction de devoir choisir un camp au sein d'une gauche qu'on acterait comme définitivement réconciliable, c'est pas une clarification. C'est acter définitivement l'éparpillement des voix. Je leur dis, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles parce que déjà, on doit toutes et tous l'être, tout le temps. Mais aussi parce que les rencontres précieuses et riches que j'ai faites tout l'été autour des 30 étapes de mon Tour de France, sur tout type de territoire, et salutations à toutes celles et ceux que j'ai pu croiser, m'ont rappelé chaque jour cette exigence d'humilité. Parce qu'au-delà des plateaux télé, au-delà des matinales, des interviews, des petites phrases et des certitudes militantes, il y a un peuple de gauche, un peuple écologiste, qui attend de nous que nous ne renoncions à rien. Ni à l'écologie, ni à la gauche, ni à l'unité. Et vous l'avez compris, si nous, écologistes, ne nous en faisons pas les porte-paroles, qui le fera ? Personne. Personne. La plupart ont compris, dans celles et ceux que j'ai rencontrés cet été, qu'entre l'écologie, la gauche et l'unité, il ne faut pas choisir. C'est indissociable. Sans possibilité de victoire à gauche et des écologistes en 2027, d'ailleurs, à quoi servons-nous, à part nous commenter nous-mêmes pendant que le pire avance ? À rien. Et jamais je ne me résignerai, jamais, à ce que le retour de notre camp politique au pouvoir ne soit une promesse intenable. Je refuse que le message que la gauche et les écologistes adresseraient aux Françaises et aux Français soit réduit à des postures fratricides. Et je vous le dis, cette position politique, oui, elle est politique, oui, c'est une ligne. Cette position et cette ligne politique est positive, que nous portons avec cohérence et constance, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la confusion, c'est de la conviction et c'est la seule position qui soit à la hauteur du moment historique et politique que nous traversons. Vous savez, ma plus grande crainte, c'est que les prochains mois, ce soit en fait, à cause de ce qu'on est en train de donner comme spectacle, juste le récit d'une gauche qui soit en fait à une partie de la gauche, occupée à essayer de tuer l'autre partie de la gauche et vice-versa, et qui se battent pour savoir qui les écologistes vont aider à appuyer sur la gâchette. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Et attention à ne pas rentrer nous-mêmes dans cette logique. Nous, on veut construire quelque chose qui soit à la hauteur de ce que les citoyens attendent et que la situation exige, à savoir battre l'extrême droite et que la planète reste habitable. Et l'histoire de 2027, elle n'est pas écrite.
non seulement je pense sincèrement qu'elle n'est pas écrite, mais je sais que les écologistes feront partie de la solution. Je sais qu'on sera là. J'en doute pas une seule seconde. Une seule seconde. Les décisions qu'on va avoir à prendre, elles seront les bonnes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on les aura prises ensemble. Et que moi, j'ai confiance en nous. Évidemment qu'on a des questions, des doutes, qu'il va se passer plein de choses, il faudra réagir, il faudra trouver la solution. On ne l'a pas encore, sinon ça se saurait. Si c'était facile, ça se saurait. Mais je sais que notre mouvement se tient prêt à prendre la bonne décision au bon moment. Et qu'on la prendra ensemble. C'est la promesse que je vous fais. Et je vais finir par là, face à l'ombre brune qui s'étend, plus que jamais, nous allons faire du vert la couleur de l'espoir. Parce que je ne pense pas qu'il faille occulter tout ce que l'écologie politique a su faire depuis toutes ces années. C'est nous qui avons su éveiller les consciences, qui avons su faire comprendre les dynamiques de domination sous un autre angle, celui du vivant et celui de l'environnement. C'est aussi nous qui avons su insuffler des propositions inédites, qui structurent plus que jamais le débat politique. C'est nous qui apportons les solutions, qui apportons des réponses, qui sortons un plan d'adaptation en juillet, un plan fraîcheur la semaine d'après, un plan de lutte contre les incendies au mois d'août. C'est nous. Et surtout, nous ne sommes pas des enfants du vide. Nous avons une histoire riche, une histoire dont je suis extrêmement fière et je sais que vous aussi. L'histoire et le travail militant et politique qui, depuis des décennies, est ancré dans la société. Alors oui, on sera là. C'est notre promesse à tous aujourd'hui. On sera là. On sera patient. On sera patient mais proactif. On sera serein et déterminé. On sera disponible mais ferme. On sera humble mais on restera ambitieux pour l'avenir de nos enfants et ceux qui naîtront demain ou la semaine prochaine ou le mois d'après ou tous ceux qui suivront, pour qu'ils aient le droit de vivre une vie digne, égale, libre, dans une société qui protège, au lieu de trier, qui prend soin, au lieu de mépriser, qui rassemble, au lieu de désigner. Une société qui prépare l'avenir, au lieu de le sacrifier. Alors oui, on va se battre ensemble pour l'écologie et pour l'union. Allez, le premier rang de l'équipe de l'écologie et de l'union, venez me rejoindre. Enjambez les journalistes. Et on veut bien un petit peu de musique d'ailleurs. Avec nous. Ne partez pas, on continue pour l'écologie et pour l'union, on a des invités. Alors, si on peut baisser un tout petit peu la musique, je vais demander au premier rang de se rasseoir, sauf toi. Vous le connaissez, lui ? Mais quelle fierté, Amine, de t'avoir chez nous. Et l'humilité, quand on est à côté de toi, c'est instinctif.
Je voulais dire à Amine, puisque vous êtes tous là, quelle fierté on avait de compter dans notre mouvement. Je sais que vous m'en parlez souvent, que les gens qui ne te croisent pas pensent tout le temps à toi et ceux qui te croisent te le disent toujours en personne. C'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Je ne sais pas quoi te dire, je te le dis à chaque fois, mais je suis hyper fière. Tu peux compter aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours qui suivront sur notre solidarité pleine, entière, intégrale à tous tes combats. À tous tes combats. Et je voulais en profiter parce que vous savez que Amine n'a pas une vie tout à fait comme les autres pour remercier chaleureusement au nom de tout le mouvement celles et ceux qui prennent soin de lui, qui viennent sur lui au quotidien. Merci à vous. Et je vous laisse donc entre de très belles mains. Amine, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marine. Je pense qu'on peut encore applaudir Marine. Notre planète brûle, nos quartiers sont ensanglantés, et nous, la gauche, nous avons le luxe de nous disputer, de nous chamailler, de nous embêter, de nous regarder de travers, d'avoir peur l'un de l'autre. Et je veux le dire, Marine, tu as raison. La responsabilité des écologistes, la responsabilité de la gauche, ce n'est pas celle de gagner une primaire, celle de gagner le lead sur la gauche ces prochaines années. C'est celle de réparer ce pays, de réparer les fractures qui existent, de combattre les discriminations de la même façon que l'on combat le dérèglement climatique, de combattre celles et ceux qui participent à ce dérèglement, qui sont les amis de celles et ceux qui nous ont mis dans ces situations d'insécurité, qui sont celles et ceux, et je veux vous le dire ici, on démarre une campagne, on démarre quelque chose, Marine, on est là, et on ne doit jamais baisser les yeux, jamais avoir honte, jamais avoir peur de qui nous sommes, jamais avoir peur de nos idées. Celles et ceux qui veulent nous expliquer à nous, écologistes, comment combattre les dérèglements climatiques, bon, merci, ça nous a bien fait rire. Celles et ceux qui veulent nous expliquer à nous quels sont les moyens d'agir contre l'insécurité, celles et ceux qui nous donnent des leçons de morale, nous leur répondons une seule chose. Nous ne sommes pas les amis de Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas les amis de celui qui a détruit la police de proximité dans ce pays. Nous ne sommes pas les amis de celui qui avons désarmé les services publics. Nous sommes à un rendez-vous avec notre histoire. Et ce n'est pas l'adjoint au maire de Marseille que je suis, c'est ce jeune militant des quartiers nord qui dit « Regardez-nous, dans nos quartiers, il fait chaud. Dans nos quartiers, il n'y a pas assez à manger. Dans nos quartiers, il n'y a pas la qualité de nourriture qu'on peut trouver ailleurs. Mais surtout, dans nos quartiers, il y a un bruit. Il y a un son, celui des balles qui retentissent sur nos corps, celui des balles qui viennent briser les locaux associatifs, celui des balles qui viennent détruire le service public dans nos quartiers. Et face à ça, il y a une seule réponse. C'est l'union, c'est la responsabilité, c'est le pouvoir de gagner. Et je le dis en te regardant, Marine, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que je vois la détermination, je vois celles et ceux qui portent des combats dans nos communes, au Sénat, au Parlement européen. Surtout celles et ceux qui veulent allier les causes, non pas diviser. La division, ce n'est pas de notre bord. Allier les causes, c'est dire que l'écologie, c'est effectivement parler de nos arbres, c'est effectivement parler du vivant, c'est effectivement parler de ce que l'on respire, de ce que l'on mange. Mais c'est avant tout parler de la sécurité, celle qui protège nos familles, celle qui permet aux gens de se loger, celle qui permet aux gens de vivre dans des appartements isolés thermiquement, celle qui permet aux gens de ne pas suffoquer l'été, celle qui permet aux gens de pouvoir être debout, digne. Et je pense qu'en termes de dignité, nous avons beaucoup à apprendre des quartiers populaires, et je veux le dire avec beaucoup d'humilité. Donc maintenant, en vous regardant, je vois votre détermination et je veux dire juste une seule chose. Non pas faites mieux, puisque quelqu'un avait dit faites mieux, mais nous on va dire faites-le, faisons-le mieux.
Bravo Amine, merci beaucoup. Merci pour ton engagement, merci pour tes mots, merci pour tout ce que tu portes. S'engager, c'est aussi... Oui, d'ailleurs, applaudissez-le, vous pouvez continuer de l'applaudir. Encore un grand bravo à toi, Amine. S'engager, c'est aussi justement refuser de subir et décider d'agir. Et cette envie d'agir, elle est aussi très forte chez les nouvelles générations, sur l'écologie, sur la justice sociale, sur l'union de la gauche aussi. Et ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et donc, je vous demande d'accueillir sur scène les secrétaires nationaux des jeunes écologistes. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? C'est un peu mou. Je préfère ça. Aujourd'hui, on nous a demandé de vous parler d'union, de vous parler de jeunesse et de donner notre avis. Et je vois que déjà dans les premiers rangs, ça flippe un peu. Mais avant de vous parler d'union, de comment faire cette union, avec qui la faire, il est important de se demander pourquoi est-ce qu'on la fait? Pourquoi faire? Pour quelles idées? Pour porter quelles aspirations? Et force est de constater que combattre le macronisme, combattre l'extrême droite, c'est la nécessité la plus absolue de cette élection, mais ça ne suffit pas à faire gagner la gauche. Ce qui fera gagner notre gauche, ce qui fera gagner la gauche, c'est un projet qui soit réellement de gauche, qui soit réellement écologiste. Et ce projet, on va le défendre. On l'a déjà élaboré, grâce à Marine, grâce à Aïssa. On a beaucoup parlé avec des gens, on a essayé de débattre, comme seul ce parti sait le faire. Mais derrière, force est de constater également que pour l'instant, ce projet, on n'est pas encore arrivé à le vendre aux autres. Que finalement, pour l'instant, cette union n'est pas encore arrivée à la bâtir. Et au-delà de ça, il faut effectivement qu'on essaye de pousser plus loin. Il faut essayer de se dire que malgré les égos des uns, malgré les ambitions présidentielles des autres, puisque oui, il faut le dire, ils sont irresponsables. Leur attitude à tous nos partenaires de gauche, alors qu'on les adore, sont totalement irresponsables. On ne peut pas se permettre de les laisser faire. On ne peut pas se permettre de les laisser nous désunir. Cette union, elle va être difficile, on le sait. Marine l'a dit. Cette union, elle va être très difficile et elle doit se faire surtout en conscience, quand nous aurons fait le choix de rejoindre ou non, de porter une candidature ou non avec d'autres partis. Chers camarades écologiques, nous le savons, certains partis politiques ont choisi à gauche l'irresponsabilité. Alors soyons réalistes, on peut encore l'espérer, on peut encore la défendre, mais il est peu probable que l'union de toutes les gauches se fasse, même si on se battra jusqu'au bout. Alors moi j'ai un message aujourd'hui. Je le dis, nous allons probablement devoir faire un choix. Ce choix, il ne doit pas être celui de l'immobilisme pendant plusieurs mois. Ce choix, il ne doit pas être non plus celui d'un confort autonomiste indéfini jusqu'à la fin par peur de diviser notre parti. Et ce choix, il devrait être guidé par nos idées et nos valeurs, parce que ce sont les fondements de notre parti écologiste. Nous le disons, nous devrons nous ranger derrière des propositions et des forces politiques qui choisissent la gauche de rupture. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, elle n'a jamais été aussi haute dans les sondages. Parce que les fascistes sont aux portes du pouvoir. Et que la gauche de rupture est la seule capable de répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques que nous traversons. Parce qu'elle est la seule à vouloir rompre avec cette société capitaliste. Et parce qu'elle est la seule à avoir compris que nous ne sortirons pas de ce système en l'aménageant à la marge, parce qu'il est basé intrinsèquement sur la destruction de notre vivant. Et parce qu'en tant que jeune écologiste, la gauche de rupture est la seule à proposer autre chose que la précarité, l'angoisse climatique et la résignation. Alors, mes chers amis écologistes,
Pour 2027, il faudra se battre, il faudra défendre nos convictions et il faudra être responsable. Bravo et merci à vous deux, Kellig et Clément. On va maintenant revenir à quelque chose de très concret, nos vies quotidiennes et tout ce qui peut les abîmer, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Le bruit, la lumière, les sollicitations permanentes. Paul Klotz, qui est essayiste, haut fonctionnaire, parle de brutalisation de nos existences. Eh bien, donc Paul, je vais maintenant vous laisser monter sur scène et nous en dire plus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Klotz, donc je suis essayiste. Et tout à l'heure, Marine, tu as dit il faut des politiques publiques du sens et du sensible. Et je voudrais revenir sur cette phrase. Je pense que la gauche fait face à un moment historique. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a l'opportunité de redéfinir les frontières de notre humanité commune. Deux choix s'offrent à elle. Ou bien elle se laisse lentement dépérir dans ses guerres intestines, ou bien elle fait le constat dur et froid de l'époque que nous traversons. Une époque qui, après avoir anéanti les écosystèmes, entend faire de l'être humain une force productive intégrale. Une époque qui entend anéantir sa dignité au nom du progrès technique et de la croissance économique. Sur les 5 premières capitalisations boursières mondiales, 4 d'entre elles tirent leurs revenus d'une même opération, fracturer l'esprit humain et le revendre à la découpe, aujourd'hui en commercialisant son attention et demain en commercialisant ses relations. Je voudrais vous parler d'une chose. Outre-Atlantique, la révolution de l'intelligence artificielle bouleverse déjà notre manière d'être au monde. Un adolescent américain sur 5 déclare préférer passer du temps avec un compagnon IA plutôt qu'avec ses amis. Et dans le sillage de ce capitalisme de la solitude, d'autres entreprises, aux méthodes trumpistes, aux valeurs masculinistes, entendent reconfigurer l'individu selon 2 variables, l'hyperperformance et l'hyperconsommation. Ces discours transhumanistes-là, ils seront demain majoritaires. Il ne faut pas s'y tromper. Ils aboliront le sommeil, ils exploiteront toutes les ressources, naturelles comme cognitives, et surtout, ils généraliseront le dopage et allongeront la durée de la vie pour nous faire travailler et consommer plus longtemps. La gauche, elle ne survivra que si elle oppose un nouvel humanisme à ce projet sombre de négation de l'humanité. Mais pour cela, il faut qu'elle sache pourquoi est-ce qu'elle fait de la politique. Et je crois que nous avons trop souvent oublié pourquoi nous faisions de la politique. Je crois que notre mission historique, c'est le bonheur humain. Et on n'entend jamais parler du bonheur humain. Et la joie de vivre, elle repose sur un contact avec autrui, une lutte contre la solitude, sur un lien sensible avec la nature et une immersion dans la nature, et sur un temps réellement libéré. Ce sont là les 3 piliers de l'émancipation absolue, et ce sont là nos 3 objectifs qui doivent être prioritaires. Alors je vous propose de penser le bonheur humain totalement, de rentrer dans la chair du monde. Nous devons être les protecteurs et les artisans du vécu quotidien, du moment où le citoyen franchit le seuil de sa porte le matin jusqu'au moment où il part se coucher. Et nous avons beaucoup à faire. Nous sommes exposés à des violences sensorielles et corporelles sans précédent. Ces dégradations-là, elles résultent d'un seul et même arbitrage. Notre société préfère le rendement économique à la protection du corps, du vivant et de la dignité.
Savez-vous par exemple que la pollution sonore est l'une des premières causes de mortalité indirecte en Europe? Savez-vous que la malbouffe a fait exploser le nombre de cancers et la surmortalité toute cause? Savez-vous encore que nous avons perdu 1h30 de temps de sommeil en 50 ans? Nous n'avons jamais politisé ce qui représente un tiers de notre vie. Et je peux continuer. Notre niveau d'activité physique a été divisé par 8 en 200 ans, faisant exploser les maladies chroniques. Sans parler de la solitude. 40% des moins de 25 ans déclarent souffrir d'un sentiment de solitude chronique. Toutes ces briques-là du vécu quotidien, tant que nous ne les politiserons pas, nous ne ferons pas le bonheur humain. Et j'en termine sur notre rapport à la nature, qui suit exactement la même logique. Entre 1930 et 2010, le rayon de balade moyen d'un enfant autour de chez lui est passé de 10 km à 300 mètres. 60% de la population d'oiseaux dans les champs a chuté en 40 ans. Dans le même temps, les surfaces artificialisées ont augmenté de 72%. Nous n'avons plus de contact sensible à la nature. Nous n'apprécions plus la richesse et la diversité des manifestations du vivant, alors même qu'il s'agit de la condition sine qua non pour la protéger. Nous devons donc être les artisans de la vie bonne. En un mot, la gauche doit être la protectrice de la vie sensible. J'ai développé le concept de politique du sensible dans ce livre et je remercie Marine Tondelier de s'en inspirer. Je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci, Paul, pour cette parenthèse qui nous a permis de parler effectivement du sensible. Et parmi ce qui agit directement aussi sur nos vies, sur nos corps, il y a évidemment la question des polluants. Et c'est tout le sens du combat que mène Sabine Grattalou contre les pesticides. Sabine, je vous invite à venir sur scène pour nous parler de ce combat qui est très intime. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole sur cette tribune. Je suis de la société civile, comme on dit, et c'est très rare de nous donner vraiment la parole. Et ch'ti, c'est vrai, je suis ch'ti aussi. Et je soutiens le Lance. Voilà. Alors, bon, j'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, donc j'ai pris mes antisèches, pardonnez-moi. Donc je me présente, je suis Sabine Grattalou, je suis la maman de Théo, qui a été reconnu officiellement victime des pesticides. Il a subi 55 opérations pour des malformations qui sont liées à son exposition au glyphosate in utero, au début de ma grossesse. Aujourd'hui encore, il respire avec une trachéotomie. Il a 19 ans et il parle en voie œsophagienne. Donc il a encore beaucoup de séquelles malgré ses 55 opérations. Je suis ici pour vous montrer que les risques des pesticides, ce ne sont pas que des chiffres ou des statistiques. Les pesticides, ce sont des enfants et des familles qui souffrent ici et maintenant. Des milliers de médecins et de scientifiques alertent sur les dangers de ces produits depuis des années. Le doute n'est plus permis et nos enfants sont les premières victimes. Nous sommes tous exposés par notre alimentation, par l'eau que nous buvons, par les aliments que nous mangeons et par l'air que nous respirons. On parle de malformations, bien sûr, mais aussi de cancer, de lymphome, de Parkinson. Quand toute la population est exposée à un risque accru de maladie, on aboutit à des dizaines de milliers de cas dans un futur très proche. On parle d'une catastrophe sanitaire. Ce sera peut-être vous ou vos enfants ou vos petits-enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres, croyez-moi. Ne pas agir maintenant pour limiter l'exposition aux pesticides, c'est être coupable de non-assistance à personne en danger. On le voit bien, l'agriculture intensive dépendante des pesticides va dans le mur.
Elle ne nourrit pas ses agriculteurs, dont le premier problème reste le revenu. Et elle ne nous nourrit pas non plus, puisque ces produits sont bien souvent destinés à l'exportation. On empoisonne la terre et l'eau en France pour vendre des produits à l'autre bout du monde. Quand on aime son pays, quand on dit aimer sa patrie, on ne la salit pas, on ne l'empoisonne pas. Cette fuite en avant est vouée à l'échec. C'est nous, les Français, qui payons le prix des pesticides. On le paye avec nos impôts, qui financent les subventions agricoles. On le paye avec nos cotisations sociales, qui financent les frais de santé. On le paye avec nos factures d'eau, qui intègrent des coûts de dépollution de plus en plus exorbitants. Et surtout, on le paye avec notre santé et celle de nos enfants. C'est nous qui payons, donc c'est à nous de décider des priorités. On ne peut pas laisser quelques lobbyistes décider de la santé de nos enfants, de notre eau potable et de notre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas seule devant vous. Vous ne voyez pas Amy, la fille de Laure Marivin, décédée à 11 ans d'une leucémie reconnue en lien avec les pesticides. Vous ne la voyez pas, mais pourtant elles sont là, toutes les deux. Vous ne voyez pas les milliers d'agriculteurs dont les maladies professionnelles ont été reconnues en lien avec les pesticides par le FIVP, le Fonds d'indemnisation. Mais ils sont là. Je pense aussi aux riverains de parcelles agricoles qui ne peuvent pas faire reconnaître officiellement leur maladie, mais dont les souffrances sont bien réelles. Et tous ensemble, nous vous disons, nous devons nous unir pour nos enfants au-delà des divisions politiques. C'est pourquoi j'appelle à une union sacrée, transpartisane, pour l'avenir de nos enfants. Stop aux postures politiques quand on parle de sujets aussi graves. Par cette union transpartisane, je demande aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager à réorienter la politique agricole française vers une sortie des pesticides, la protection de notre eau potable et la production d'aliments sains pour nous tous. Cela implique de rediriger les aides vers l'agriculture bio, de protéger le marché intérieur des importations agricoles qui ne respectent pas nos règles, et de soutenir la capacité des ménages à acheter des produits biologiques par un système, par exemple, de chèque bio qui soutiendra aussi la demande pour nos agriculteurs. Parce que sans demande pour les produits bio, si les personnes n'ont pas les moyens de le payer, nos agriculteurs vont aussi dans le mur. Donc on est liés dans ce combat. Alors, s'il y a des candidats à la présidentielle qui nous entendent, il y en a au moins une. Une ch'ti. S'il y a des candidats à la présidentielle qui nous entendent, je vous le demande. Est-ce que vous vous engagez à rejoindre cette union sacrée pour nos enfants ? Parce que tout simplement, qu'on soit électeur de gauche, de droite, on est aussi des parents. Et je crois pouvoir dire pour tous qu'on ne peut plus accepter de sacrifier nos enfants pour des betteraves. Nos enfants valent mieux que des betteraves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sabine, vous pouvez l'applaudir très fort. Merci pour ce témoignage poignant. Et évidemment, toutes ces réflexions doivent aussi se traduire par des actes politiques.
Et nos villes sont l'un des endroits où l'on peut agir très concrètement et montrer que oui, l'écologie peut changer la vie. Et donc pour en parler, j'accueille le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour à toutes et à tous. Juste vous dire déjà que ça fait vraiment du bien d'être avec vous là aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a à peu près passé tous le même été. On a commencé par une période de désespoir à voir nos forêts incendiées. Ensuite, on est passé tous par une période de colère quand on a vu que c'était sur le dos des écologistes qu'on essayait de mettre la responsabilité à la fois des incendies et des sécheresses. Bon, alors je sais pas vous, mais moi, tout ça, ça m'a plutôt donné envie d'agir. L'envie d'agir ne manquait pas. À Lyon, d'ailleurs, on agit. Je vous en parlerai rapidement dans un instant. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que dans la perspective de cette élection présidentielle, agir, c'est quoi? C'est d'abord se préparer à gouverner, parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut changer la vie. On veut faire en sorte que l'écologie, elle soit au pouvoir. Alors, je sais aussi qu'on est plein de tiraillements, de questions, d'introspection, d'interrogation. Moi, je ne suis pas venu ici vous parler de tactique politique. Je suis venu simplement vous partager deux réalités lyonnaises, parce que c'est ce dont je parle le mieux de Lyon. La première, c'est que l'écologie au pouvoir, ça marche. Les 30 hectares de bitume qui ont disparu en 6 ans et qui ont été remplacés par la nature à Lyon. Eh bien, ça, c'est l'écologie au pouvoir. Les dizaines d'écoles et de crèches rénovées, les cours d'écoles et de crèches dont on a enlevé le bitume pour y planter des arbres. Ça, c'est l'écologie au pouvoir. La restauration scolaire, où la part carnée a diminué, mais surtout où le bio a augmenté considérablement. C'est ça l'écologie au pouvoir, et ça marche. Je voudrais aussi vous dire qu'on a, justement, comme tu nous en parlais, Marine, tout à l'heure, on a intégré dans toutes nos politiques publiques la question climatique, la question écologique. Ce n'est pas simplement quand on parle justement de nature en ville qu'on parle d'écologie. Quand on parle d'éducation, quand on parle de culture, quand on parle de sport, quand on parle de sécurité, on parle aussi d'écologie. Et on s'adresse à tout le monde dans ce souci de justice sociale, de défense du projet républicain, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dont tu nous as parlé tout à l'heure, Marine. Et c'est ça l'écologie au pouvoir. Et figurez-vous, chers amis, qu'on le fait aussi en tenant compte des attentes concrètes des habitants. Les Lyonnaises et les Lyonnais, ils nous ont dit « mais c'est notre santé qui compte, c'est notre sécurité qui compte, c'est notre accès au logement qui compte ». Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, vous vous en doutez, on a retiré les polluants, pas simplement de nos écoles et de nos crèches, mais de tous les endroits sur lesquels on pouvait agir. Et on a aussi créé des centres de santé et on continuera à le faire dans les années qui viennent. Pour la sécurité, eh bien nous comptons sur une police de proximité. On embauche aujourd'hui des policiers municipaux supplémentaires à Lyon parce que l'on veut pouvoir défendre la sécurité du quotidien. Mais on a aussi déjà divisé par 2 le nombre d'accidents de la route à Lyon avec tous les aménagements qu'on a pu réaliser pendant 6 ans. Et sur le logement, nous construisons et nous rénovons des milliers de logements sociaux et nous prenons à bras-le-corps la question des bouilloires thermiques. Donc oui, nous pouvons bien sûr répondre à l'urgence climatique, mais nous savons aussi répondre aux attentes du quotidien des habitants. Et c'est ça, aujourd'hui, l'écologie politique. Répondre à l'urgence climatique et garantir la justice sociale. C'est ça aussi défendre le projet républicain. Je vous disais, l'écologie au pouvoir, ça marche, ça c'est la première réalité. La deuxième, elle est très simple et on en parle depuis le début de cette séquence. C'est que le rassemblement de la gauche et de l'écologie, eh bien, ça marche aussi. Les politiques publiques que nous menons en faveur du climat,
en faveur de la justice sociale. À Lyon, aujourd'hui, nous les menons avec une majorité plurielle. Je ne vais même pas pouvoir avoir le temps d'énoncer tous les partis qui la composent, mais c'est pour vous dire que l'écologie et la gauche rassemblées, eh bien, ça fait des femmes et des hommes qui ont envie d'agir pour le bien commun, pour la sauvegarde du vivant. Et tous les jours en tant que maire, à la tête de cet exécutif pluriel, eh bien, j'en fais le constat, l'union, c'est efficace et ça marche. Alors à Lyon, on l'a fait, chère Marine. On montre que l'écologie au pouvoir, ça marche. On montre que l'union, ça marche. Et pour 2027, eh bien, depuis Lyon, on est prêt. Merci beaucoup Grégory et bravo pour ce très beau bilan qui nous honore tous et toutes en tant qu'écologistes. Agir concrètement, c'est aussi regarder en face les situations dans lesquelles notre société ne protège pas suffisamment celles et ceux qui devraient l'être. Et il y a encore certains sujets qui restent trop invisibles, et notamment celui des enfants placés et de leurs droits. Et pour en parler, j'accueille Rania Kissi, qui est conseillère de Paris, ancienne enfant placée et surtout nouvellement autrice d'un livre, Enfants placés, avenir cassé, que vous pourrez aller faire dédicacer juste après. J'adore la pub, j'adore la pub. Comment vous allez ? Attendez avant de m'applaudir, hein, parce que moi, je suis venue régler des comptes et des vrais comptes avec la gauche. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en rapide, je suis Rania Kissi, donc j'ai de la chance de pouvoir servir mon pays en étant conseillère à Paris. Mais avant tout cela, j'avais une autre vie qui était celle d'être enfant placé. J'ai été placée parce que je subissais des coups et il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelait l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est un service public. Donc, si ce service public-là ne m'avait pas protégée, eh ben, j'en serais morte. Donc c'est important d'avoir des services publics. Et puis ce service public, à un moment donné, parce que, comme tous les services publics aujourd'hui, souffre de beaucoup de financement, m'a lâchée à 18 ans. Et à 18 ans, je dors dehors. Et en dormant dehors, je faisais les poubelles. Et donc en disant ça, je m'attaque directement ceux à gauche qui nous disent que les gauches sont irréconciliables. Est-ce que vous avez fait les poubelles pour manger? Est-ce que vous avez eu besoin de mettre 1 € dans les piscines municipales pour vous laver? Moi, j'ai dû le faire. Donc moi, quand Raphaël Glucksmann me dit que les gauches sont irréconciliables, je le regarde dans les yeux et je lui dis, viens me voir moi quand j'avais 18 ans et viens me dire que la gauche, elle est irréconciliable. Moi, je m'en foutais qui était au pouvoir. Je m'en foutais le nom de la personne qui était au pouvoir. En revanche, ce que je voulais, c'est que mon pays me protège. Moi, je le dis et je le répète. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète et je le répéterai autant de temps que ça sera nécessaire. Ceux qui viennent me dire que les gauches sont irréconciliables, allez faire des conférences. Sciences Po, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Moi, j'étais à la rue à Cergy. Vraiment, je le dis avec toute la responsabilité du monde, vous êtes irresponsables. Et je vais même aller plus loin. Moi, je ne demande pas que les responsables de gauche aient connu la rue. Je ne demande pas qu'ils étaient placés. Moi, je suis contente qu'il y ait des parents qui aient accueilli leurs enfants, qu'ils les aient aimés et que personne n'ait eu besoin de faire les poubelles. En revanche, votre responsabilité, c'est d'être responsable. La gauche, c'est votre honneur. Et je le dis avec toute la responsabilité du monde, c'est votre honneur à vous de servir la gauche, pas le contraire. Donc, si vous n'en êtes pas capable, vous partez. Vous partez. Non, vraiment. Et je vous le dis, et je vous le dis, oui, Marine présidente, moi je la soutiens et je le répète et je m'en suis jamais cachée. Mais je voulais vous dire aussi autre chose. La réalité, c'est que moi je suis devenue une privilégiée. Je vous le dis, je suis une ancienne enfant placée, j'ai dormi dehors, mais je suis devenue une privilégiée. Vous savez à partir de quel moment je deviens une privilégiée? À partir du moment où j'ai l'honneur de servir mon pays, à partir du moment où j'ai ce micro. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Parce que moi, la vie, elle n'a pas été si simple que ça. Après la rue, j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis retrouvée dans un centre pour anciens pédocriminels qui avaient l'interdiction d'approcher ses propres gosses. Et on m'a foutu dans ce centre. Et puis la vie n'a pas été simple. Et à 25 ans, j'ai eu mon diplôme et pourtant, je ne trouvais pas de job. Et vous savez ce que j'ai eu? Le RSA. Le RSA, oui, je l'ai obtenu pendant 2 mois. Et je suis heureuse de l'avoir obtenu. Il m'a aidée, ça a été un tremplin. Pourtant,
dans le sas, nous on appelait le sas de la CAF, c'était le moment où vous allez voir une personne qui allait peut-être vous juger. Moi j'en ai croisé des personnes, j'ai croisé Farida, j'ai croisé Claude, pourtant ces personnes-là je les ai laissées. Moi je savais que c'était une histoire de temps, que j'allais pouvoir rebondir, mais ces personnes-là, elles ne rebondissent pas. Elles, quand elles obtiennent le RSA, elles se posent la question, est-ce que ce mois-ci je vais pouvoir acheter de la viande? Est-ce que ce mois-ci je vais pouvoir acheter une paire de chaussures à mon enfant parce que lui il n'en a pas? Et en réalité, ces responsables de gauche aujourd'hui qui ne veulent pas l'union, vous êtes responsables. Est-ce que vous êtes capable d'aller voir Claude? Est-ce que vous êtes capable d'aller voir Farida et leur dire « Ah non, moi, franchement, Mélenchon, je ne peux pas. Ah non, moi, Olivier Faure, non, trop mou. Ah non, Boris Vallaud, non, franchement, je ne peux pas. » Est-ce que si vous êtes capable, venez. Moi, je vous emmène voir ces personnes-là. Parce que c'est bien beau de faire le malin sur BFM TV et compagnie. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien beau de faire tout ça. Mais venez me le dire en face. Et puis je finirai par dire un mot. Ceux qui me connaissent savent que j'ai mené des combats dans la protection de l'enfance. Si vous ne faites pas l'union, et là je ne vous le dis pas gentiment, c'est une menace. Si vous ne faites pas l'union... Non mais moi je suis très sérieuse. Hein. Moi je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour avoir une carrière, je sais très bien où je vais aller avec la gauche. Si vous n'êtes pas capable de faire l'union, au lendemain des élections présidentielles, je mettrai toute mon énergie pour que vous dégagez. Et puis je finirai juste par... Non, mais je suis très sérieuse. Et je finirai juste par un mot. Il y a une responsabilité qui est totale. Enfin, moi, pardon les hommes, hein, mais il y a trop de candidats. Enfin, à un moment donné, à gauche... Non, mais c'est vrai, il y a trop de candidats. Enfin, à un moment donné, et moi je le dis, non, mais je le dis avec toute la tristesse, c'est pas parce que François Hollande s'est trouvé une graphiste, une styliste, qu'il peut revenir. Moi, en 2015, quand il était président, quand il était président et qu'il avait toutes les régions de France et tous les départements de France, je me suis retrouvée à la rue en plein mois de novembre. Donc moi, je sais ce qu'un bilan de François Hollande a fait sur des personnes comme moi. Donc je vous le dis avec toute la responsabilité du monde, y compris à ceux qui nous regardent, peu importe où vous appartenez à la gauche, vous avez intérêt à faire l'union, sinon moi, ma génération, elle va s'occuper de vous, parce qu'au-delà de la protection de l'enfance, moi je suis profondément antiraciste, je suis profondément féministe, je suis profondément pour une écologie populaire, et je suis profondément pour dire qu'il y a un génocide à Gaza. Et si vous n'êtes pas capable de le dire, vous dégagez de la gauche. Voilà. Bravo Rania, bravo, tout simplement. Merci Rania pour cette énergie et puis pour nous avoir aussi partagé ton témoignage sur la réalité de l'ASE, mais pas que. Ça fait partie de ces nombreux combats qu'on mène dans la société et qui doivent aussi entrer dans la loi si nous voulons profondément faire bouger nos institutions. Et c'est notamment le travail de nos parlementaires qui sont, il faut le dire, dans des rapports de force qui ne sont pas toujours simples, et notamment au Sénat. Et donc, je vous propose d'accueillir le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard, pour en discuter. D'abord, merci Rania pour cette énergie et puis ces mots très justes, parce que oui, il n'y a pas de gauche irréconciliable et oui, nous devons faire l'union. C'est une responsabilité face aux droites extrêmes, face à l'extrême droite, face aux privilèges, comme Marine les a très bien décrits, face à l'inaction climatique, face au climato-scepticisme, face à un pouvoir qui a refusé de protéger sa population. Eh bien oui, nous devons agir. Et il y a deux aspects. D'abord, évidemment, l'union, parce qu'on ne gagnera pas si on n'est pas rassemblés. Et puis, eh bien, il y a le programme, un programme écologiste, un programme de rupture qui est évidemment nécessaire. Et je remercie Marine Tondelier de porter très fortement notre programme d'une écologie populaire, d'aller jusqu'au bout, de se battre tous les jours, parce qu'on en a besoin, parce que tout simplement, l'écologie populaire est la solution. Je suis sénateur et donc on ne se refait pas et je vais vous parler terroir et gastronomie. J'avais envie de vous parler d'une recette à la fois simple, populaire, végétarienne, très locale, tout simplement le gratin dauphinois. Vous connaissez tous le gratin dauphinois, mais il y a quelques particularités dans le gratin dauphinois. D'abord, il faut des pommes de terre. Des pommes de terre, il y en a autant que de motions au PS. Il faut choisir les bonnes. La pomme de terre, c'est la base.
c'est ce qui tient le plat, c'est ce qui permet justement, alors il n'y a pas trop de prise de risque, mais ça permet justement de structurer le plat. Et puis il y a un élément essentiel, un élément indispensable, qui fait que sinon il n'y a pas de gratin dauphinois, c'est le lait entier, bio, de montagne, parce qu'il faut ici de la spécificité des territoires, parce que ce lait, il va créer du lien, il va permettre d'infuser l'ensemble des ingrédients, et puis tout simplement, le lait, c'est la vie, c'est l'écologie, c'est ce qui va donner une ligne, qui va donner un cap justement à ce plat, qui va lui donner justement cette substance indispensable. Et puis, il faut un petit peu aussi d'insoumission dans ce plat, il faut de la rupture, il faut lui donner un petit peu de corps. Alors, je pense évidemment à un élément indispensable qui est l'ail. Alors, certains diront, mais l'ail, ça irrite. Mais diffusé dans le lait, infusé dans le lait, je peux vous dire qu'il a une toute autre saveur. Et puis, pour terminer, il faut une poignée de poivre rouge évidemment, pour créer du lien, pour créer du commun. Et puis, allez, on peut ajouter, je pense que c'est même indispensable, un bouquet garni, avant, après, debout, peu importe. Mais en tout cas, ça donnera une vraie saveur, un vrai goût, une vraie touche justement à ce plat. Alors, je peux vous dire que quand on a fait mijoter ce plat sur le fourneau, je peux te dire qu'il y a du monde autour de la table. Il y a du monde qui arrive avec sa fourchette, qui vient plonger dans le plat, qui en redemande, qui recommence et qui se dit on va vite recommencer à faire un nouveau plat. Ça doit nous inspirer. Alors certains vont me dire mais moi j'aime pas l'ail, d'autres vont me dire mais la pomme de terre c'est bourratif, mais moi je leur dis je suis certain, je suis même persuadé que vous aimerez le gratin dauphinois. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que aussi derrière ce programme, derrière cette présidentielle, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de donner du plaisir, nous avons besoin de donner du bonheur, nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de faire ensemble. Et derrière justement ce gratin dauphinois, c'est tout ce qu'il y a. Donc tout cela doit nous inspirer. Et puis je le dis, il faut peut-être passer d'une posture de tous derrière moi à faisons ensemble, cuisinons ensemble. Alors, vive le gratin dauphinois, vive l'union, vive l'écologie. Merci Guillaume pour ce voyage culinaire. Et évidemment, quand on parle de tous ces sujets, ce sont des sujets qui dépassent nos seules frontières. Il faut aussi aller regarder du côté de l'Union européenne. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à David Cormand, qui préside le groupe écologiste au Parlement européen. Bonjour tout le monde. Merci Guillaume. La métaphore du gratin dauphinois, j'étais pas prêt. La transition n'est pas facile, même si au Parlement européen, on fait beaucoup de cuisine, un peu trop d'ailleurs, parfois, et elle est beaucoup moins bonne que le gratin dauphinois. Bref, je voulais intervenir, on m'a proposé d'intervenir brièvement pour ce moment de rendez-vous, et je voulais articuler ce que j'ai à vous dire autour de 3 mots. Le premier mot, qui pour moi est extrêmement important depuis mon engagement chez les écologistes, et je participais à mes premières journées d'été des écologistes il y a 25 ans à Saint-Jean-de-Mont. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour s'il y avait des gens qui y étaient. Ça me fait marrer parce que c'était juste après des municipales et juste avant des présidentielles, petite parenthèse historique. Et je me rappelle très bien du grand débat interne qu'il y avait à l'époque, et les titres des journaux étaient là-dessus, vous pourrez vérifier. Ce qu'il fallait décider à Saint-Jean-de-Mont en 2001, c'est est-ce qu'il fallait faire une fédération avec les socialistes, c'était proposé par notre ami Dominique Voynet, ou est-ce qu'il fallait rompre définitivement avec les partis socialistes pour faire l'écologie populaire? C'était il y a 25 ans. C'est toujours des actualités qui perdurent. Le premier mot, donc, fierté. Et je voulais indiquer d'abord que dans le débat politique qui est le nôtre, heureusement que sur plein de thématiques qui prennent de l'ampleur ensuite, heureusement qu'on est là. Il y a un exemple qui a été donné tout à l'heure par Marine, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet qui
dans les milieux militants, paysans, pousse depuis longtemps. Mais quelle est la force politique qui porte ce sujet? C'est Lilia Djilali, on a fait un atelier tout à l'heure qui a fait ça à Paris, mais beaucoup d'autres militants, et au Parlement européen, on a réussi à obtenir un projet pilote pour voir comment au niveau européen on peut travailler sur cette démocratie de l'alimentation. Il y a un autre exemple, et ce n'est pas exhaustif, sur lequel je suis très fier, et Paul Klotz nous en a parlé tout à l'heure de ce risque du transhumanisme, de ce capitalisme qu'il appelle de la solitude, mais qui est aussi un capitalisme de la surveillance, un capitalisme de la finitude, avec l'emprise des big tech, qui est le capitalisme suprême qui est en train de nous menacer pour le XXIe siècle. Quelles sont les forces politiques qui réfléchissent vraiment sur ces sujets de tech, d'IA? Moi qui travaille un peu sur ces sujets au Parlement européen, je vais vous dire, on se sent extrêmement seul. Et je vous invite à découvrir, pardon de faire de la publicité pour le travail qu'on fait, qui est ce livret qu'on a publié, nous les écologistes, pas le groupe au Parlement européen, nous autres, vous, grâce à nous tous, sur la question de la tech. Il y en a plein d'exemplaires ici, je vous invite vraiment à le lire. Il n'y a aucun autre parti politique qui porte une analyse systémique sur ces sujets. Et puis je voulais surtout parler de mes collègues au Parlement européen, où là aussi je veux attirer votre attention sur le fait qu'heureusement qu'il y a des écolos aussi au Parlement européen. Je vais vous parler de Mounir Satouri, qui est président de la Commission des droits. Et si au Parlement européen, vous avez des écologistes qui posent un vrai débat sur le droit international et sur la question de la lutte contre le deux poids, deux mesures, c'est parce que vous avez des écologistes et Mounir qui dit que l'autodétermination des peuples, ça marche aussi pour les Palestiniens et aussi pour les Ukrainiens. Les deux poids, deux mesures, c'est ça. C'est d'être intransigeant avec cette exigence-là partout. C'est dire ma très grande fierté de travailler avec Majdoul Sbaï. Si Majdoul Sbaï n'avait pas été députée européenne, il n'y aurait jamais eu une majorité au Parlement européen pour faire appel à la Cour de justice de l'Union européenne contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Pourquoi, si elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas été possible? Parce que c'est elle qui a structuré dès son élection une fédération transpartisane de tous les députés européens, quel que soit leur groupe politique, sauf les fachos, pour avoir des voix et gagner à quelques dizaines de voix près cet appel à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne. Je vais vous parler de Melissa Camara. Melissa Camara, qui est une de nos camarades qui siège à la Commission des femmes et la Commission des droits humains, qui tient la ligne quand ce Parlement européen, qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre la bête immonde, décide aujourd'hui qu'on peut déporter des enfants et leurs familles dans ce qu'ils appellent des pays tiers, et qui tient la tranchée pour ne jamais renoncer sur ses droits fondamentaux. Et puis je vais vous parler bien sûr de Marie Toussaint, que vous connaissez, qui fait partie des seules députées européennes, qui porte le combat pour dire la lutte contre la pauvreté, elle doit être au cœur de toutes les politiques européennes. Et c'est elle qui mène ce combat-là. Et donc la fierté. Et cette fierté qui doit nous animer depuis toutes ces années où nous luttons, elle nous impose, quand on est cadre politique, on a droit à la parole publique, à la parole externe, qu'on a la possibilité d'avoir ce privilège dont tu parlais, de tenir un micro ou de passer sur les plateaux télé. À nous autres, au nom des combats que vous portez et que ceux et celles qui les ont portés avant nous depuis 50 ans, ça nous donne aucun droit. Ça nous donne que des devoirs. Et ces devoirs, c'est celui de l'humilité, tu en as parlé, Marine, et de la détermination. L'humilité de ne pas vouloir décider avant que nous décidions tous ensemble ce qu'il convient de faire et d'avoir les débats qu'il faut. Et la détermination de ne jamais baisser les yeux par rapport à la raison d'être et qui fait que toutes et tous ici, nous sommes ensemble sous cette tente et en dehors. C'est de porter un projet qui est singulier, particulier, qui s'appelle l'écologie politique. Et l'intitulé de cette réunion, de ce moment d'échange que nous avons, c'est pour l'unité, pour l'écologie. Il faut dire clairement qu'en fait, il ne faut pas choisir, et tu l'as dit Marine, entre les deux. La condition de la mise en œuvre de l'écologie, c'est une unité plus large pour pouvoir porter nos idées. Mais la condition d'une unité qui fonctionne, c'est l'écologie. Et une unité qui s'aborderait la force de l'écologie serait une erreur. Et donc, mes amis, en conclusion, vous dire que depuis toutes ces années où nous portons ces combats, où nous portons ces espoirs, nous n'avons jamais perdu de vue que nous nous inscrivions dans une perspective historique qui était large et qui, avec non seulement l'urgence climatique, mais l'urgence démocratique face à l'extrême droite, est précisément ce qui explique que dans le moment où nous sommes, plus que jamais, on a besoin de notre humilité, de notre détermination,
à porter les valeurs qui sont les nôtres. Donc merci beaucoup Marine de faire cela. Parce que c'est pas facile. Et on n'est pas toujours aidé par des forces hostiles qui sont autour de nous, mais on n'est parfois pas non plus aidé par certaines ou certains de nos propres amis. Et donc merci de tenir la boutique, merci de tenir la barque, et surtout de ne pas lâcher l'angle qui est celui de l'unité, de l'écologie, pour porter nos espoirs jusqu'à la victoire. Je vous remercie. Merci beaucoup David, et évidemment bravo à l'ensemble de nos députés européens du groupe écologiste qui bataillent effectivement sans relâche dans une immense adversité, il faut le dire. Et maintenant, pour clôturer cette plénière, retour au local, parce qu'on ne pouvait pas parler d'écologie, d'union et de tous ces combats sans terminer par entendre celle qui nous accueille ici à Grenoble et dont je vous demande d'applaudir Laurence Ruffin. Bonjour à vous. Eh bien, je suis déjà très heureuse que les JDE aient lieu à Grenoble. Et je vais vous parler d'union et d'écologie à travers l'expérience grenobloise. En plus, ça finira sur une note d'espoir, puisque nous portons un projet écologique autour de l'union des gauches. Du coup, dire aussi que Grenoble, c'est finalement un terreau qui est fertile pour nos idées, par son histoire, parce que notre histoire, ça mêle à la fois une histoire de révolution, c'est ici qu'a eu lieu le début de la Révolution française, mais aussi de résistance. On est ville compagnon de la libération. C'est une ville qui s'est opposée à la montée du fascisme, thème d'actualité. C'est aussi un endroit où on a fait de l'innovation sociale, premier planning familial, lutte contre la remunicipalisation de l'eau après le scandale Carignan. Et récemment encore, on est en bataille pour que le GHM, notre MUT, une instance de santé pour les Grenobloises et Grenoblois, reste d'intérêt général. Donc c'est vraiment un lieu de combat qui a permis, en 2014, l'élection d'Éric Piolle et de son équipe, première grande ville écolo de France. Et ce qu'on montre, c'est que l'écologie politique au cœur du projet pour la ville, c'est une manière de transformer la ville, la vie, et d'améliorer le quotidien des gens. Et je tiens à ce sujet parce que je pense qu'on ne lutte pas contre le RN juste en disant qu'on est contre, mais aussi en répondant très concrètement aux préoccupations sociales, à l'amélioration de la vie des gens. Ce qui a été fait, c'est le travail sur la mobilité, le fait qu'aujourd'hui, on est la première ville pour le vélo, le travail sur l'alimentation, comme à Lyon, sur la question de la restauration collective. Aujourd'hui, on a plus de 50% des repas qui sont végétariens, qui sont bio qui sont locaux et bio, et avec le repas végétal est majoritaire. C'est la question de la fin de la publicité dans la ville pour lutter contre la surconsommation dans notre ville. C'est l'idée de la végétalisation pour faire en sorte d'adapter la ville au changement climatique. Et toute cette politique qui permet très concrètement d'améliorer la vie des gens et qui est portée au cœur de notre projet, qu'on continue à porter aujourd'hui, avec cette idée qui a été évoquée tout à l'heure de garantir le bonheur commun, qui était un peu le cœur battant de notre campagne, ce qui était le préambule de la Constitution de 1793, nous fait penser qu'on a quelque chose à dire. En tout cas, moi, ce dont j'ai envie, c'est que cette expérience grenobloise et d'ailleurs nous permette de dire, oui, mettre au cœur d'un projet l'écologie politique, c'est une vraie manière de transformer la vie des gens, de l'améliorer, et ça donne envie, ça marche et ça donne envie, ce qui me semble essentiel. Le deuxième volet, la deuxième chose dont je voudrais parler, bien évidemment, c'est d'union. Et je vais vous parler de notre expérience de campagne, ou de mon expérience que moi, je me suis lancée dans la politique, on va dire, à partir du NFP. Ce NFP, ça m'a donné envie, j'étais dans le monde associatif, coopératif, et cette idée, cet élan des unions de gauche, mais pas que, d'union de la société civile, du monde syndical, du monde associatif, le fait d'aller chercher des gens qui étaient loin de la politique, ça a donné de l'élan. Et c'est sur cette base qu'on a eu envie de construire notre projet à Grenoble. Et on nous a dit, c'est pas possible. On nous l'a dit, on nous l'a répété. Et je peux vous dire, ça a été compliqué. Mais on a toujours gardé en ligne de mire le fait que ce qu'on faisait, on devait le faire pour les habitants et habitantes. Et eux, il n'y avait pas de doute sur ce qu'on devait faire. Quand on a tapé, on a fait 40 000 portes, on a fait des apéros d'appartements tous les soirs, qu'est-ce qu'ils nous disaient, les gens ? Les jeunes, ils nous disaient dans les quartiers, on n'arrive pas à trouver de stage. Les familles nous disaient, on n'arrive plus à se payer des vacances pour partir. On vit dans un logement qui n'est pas isolé, c'est une bouilloire thermique, c'est pas possible de vivre là-dedans. C'était ça qu'ils nous demandaient, c'était de répondre à leurs problèmes, d'améliorer leur vie.
Et la question de avec qui vous alliez et comment, ça n'a jamais été une question qui nous a été renvoyée. On s'est senti responsable de faire cette union et on l'a fait parce qu'on a parlé d'un projet. Et très honnêtement, nos convergences étaient bien supérieures à nos divergences. On était d'accord sur la justice fiscale, on était d'accord sur l'école, sur la santé, on était d'accord sur le travail, sur les retraites. Ça nous a permis de faire un projet tout en respectant les différences. Et les différences, c'était une vraie richesse pour le projet qu'on a construit. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que j'y crois et que c'est possible. Et qu'on doit, à ce moment si crucial pour la France, y croire et tout mettre en œuvre pour les habitantes et les habitants, parce que je suis convaincue que les écolos et la gauche, ce sont ceux qui répondent le mieux à l'amélioration de la vie des gens et à la préparation du futur. Alors je vais finir sur une phrase de Nelson Mandela, qui, je trouve, est assez d'actualité, qui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Merci à vous. Merci Laurence, merci beaucoup, beaucoup. Et pour finir ce moment, je vais demander aux militants qui étaient avec nous sur scène de venir pour la photo, aux militants qui sont sur la salle, qui veulent venir aussi avec nous, aux élus, à tous ceux qui veulent venir sur la photo. Parce que cette campagne, c'est avec vous qu'on va la faire. Alors tous ceux qui veulent venir sur la photo, viennent sur la photo. Encore plein de places sur scène. On n'a jamais été aussi nombreux. C'est un test de robustesse de la scène. Elle est très solide.